Alors, 14 s'ouvre par une scène qui se déroule au 1er jour d'août 1914, évidemment. Antime, appelé à devenir le personnage principal du roman, quitte son village à bicyclette pour aller lire dans les prés. Mais cette sortie champêtre est écrite de manière à laisser présager son départ imminent pour une campagne beaucoup moins reposante, militaire celle-là, qui va le conduire tout droit dans l'enfer des tranchées. Bien qu'encore absente, en ce qu'elle n'est toujours pas officiellement déclarée, la guerre est, c'est le cas de le dire, dans l'air du temps. Car en effet, voilà que se met à souffler, je cite Echenoz, un vent tapageur qui s'est brutalement levé, des mouvements d'air d'une vive, sonore et brusque ampleur, une irruption venteuse, bruyante, qui occupe tout l'espace sonore. Fin de citation. Pour le lecteur d'aujourd'hui, qui connaît la tournure des événements, ce vent annonce la catastrophe imminente et ne manque pas d'évoquer un monde qui s'apprête à être soufflé par une guerre aux dimensions jamais vues. D'ailleurs, les mots qui servent à décrire le vent dont il vient d'être question vont être les mêmes quelques pages plus loin qui vont servir pour la représentation des explosions en tout genre. Quant à Antime, donc, qui ne peut savoir qu'il sera sous les drapeaux le soir même, il ne peut faire autre chose que de considérer cette bourrasque, je le cite, comme vraiment inhabituelle pour la saison. En accusant ici le contraste entre l'innocence d'Antime et la connaissance du lecteur, Echenoz travaille le thème de l'absence de manière à rappeler dès les premières lignes de son roman une caractéristique clé de sa poétique d'auteur qui consiste, comme il le dit lui-même, à produire, je le cite, un réalisme parfaitement irréel. À ce sujet, Dominique Viard, dans un article intitulé « Le divertissement romanesque, Jean Echenoz et l'esthétique du dégagement », remarque, je le cite, que le lecteur d'Echenoz s'attache à la lettre bien plus qu'au thème, ou plutôt, car la scission n'est pas si claire, il s'attache aux modalités d'énonciation du thème, car ce n'est pas une histoire qui nous est proposée, c'est une histoire racontée. Fin de citation. Alors, s'il est de notoriété critique que la fiction étale ses atours dans l'ensemble de l'œuvre echenozienne, dans le cas particulier de 14, il serait peut-être plus juste de dire qu'elle s'exhibe ostentatoirement. En effet, cette œuvre se présente comme une sorte de roman synthèse, où se relie l'essentiel de ce qui a déjà été écrit sur la Grande Guerre dans le roman français. Le lecteur familiarisé avec ce corpus de récits militaires, qui va, pour s'en tenir à deux classiques parus chacun à leur extrémité du siècle, du Feu d'Henri Barbusse au Chant d'honneur de Jean Rouault, ne peut faire autrement, après être passé au travers de 14, que d'envisager ce roman comme une mosaïque de citations, de clins d'œil et d'emprunts en tout genre. Echenoz s'est clairement inspiré de la structure commune à la plupart des romans témoignages parus du temps de la guerre et de l'immédiate après-guerre. Comme c'est le cas dans les journaux d'escouade à la Barbusse, Genevois et d'Orgelès, 14 respecte fidèlement une séquence de passages obligés, illustrant les étapes du calvaire enduré par le poilu. Mobilisation, montée au front, baptême du feu, routinisation de l'horreur, blessure, séjour à l'hôpital, pénible retour à la vie civile. Au grand roman des années 30, je pense ici au Voyage de Céline, à la comédie de Charleroi de Drieux ou au Grand Troupeau de Giono, romans dans lesquels la littérature et la fabulation reprennent leurs droits grâce à la démobilisation des censeurs, mais aussi à la distance prise par rapport à la catastrophe, Echenoz emprunte l'expression teintée d'ironie d'une détestation de la guerre, une déstructuration du récit et la promotion d'attitudes martialement répréhensibles, comme la lâcheté et la peur, c'est la fameuse lâcheté bardamusienne. Par exemple, il apparaît tout à fait normal au narrateur echenozien qu'Antime et ses camarades espèrent avant tout sauver leur peau sur le champ de bataille, je cite. Ils n'avaient d'ailleurs pas la tête à penser, juste à tenter de tirer sur ce qui semblait hostile et, surtout, chercher un couvert possible où qu'il fût. Il y avait aussi une phrase, celle-là je l'ai trouvée ailleurs dans le texte, mais il y avait quelque chose précisément de très sélinien dans cette phrase, pourtant echenozienne, qui est « Il y avait souvent de quoi vous donner envie de foutre le camp ». On peut sans peine imaginer lire ça dans Le Voyage. Bon. En centrant son récit autour d'une famille éprouvée par la guerre, les Bornes 16, Echenoz ne manque pas non plus de saluer à sa manière des écrivains comme Claude Simon, Pierre Bergougnoux, Richard Millet ou Jean Rouault, qui ont tous revisité les tranchées de la Grande Guerre dans le courant des années 80-90, sans ne jamais perdre de vue les impacts de la catastrophe inaugurale du siècle sur une lignée familiale. Enfin, l'auteur de 14, passionné comme on l'a vu aujourd'hui pour le polar et surtout par le détournement de ses codes, n'a pas manqué non plus de renvoyer aux nombreux romans policiers ayant les tranchées pour arrière-fond. L'intrigue du roman d'Echenoz prend en effet un tour judiciaire au moment où l'un des personnages, Arsenel, est jugé en cour martiale et condamné à mort pour désertion. Je vais revenir sur cet épisode juridique tantôt.
À travers tous ces dialogues intertextuels et ces emprunts, Echenoz se présente moins comme un romancier reconnaissant humblement ses dettes que comme un prosateur virtuose ayant les moyens de se moquer du risque d'absence d'originalité encouru par un écrivain qui se frotte à un sujet déjà aussi travaillé. On pourrait même aller plus loin et affirmer que l'originalité de 14 repose essentiellement sur l'esthétisation d'absence en tout genre. 14 assume, comme aucun autre récit de la Grande Guerre paru avant lui, les conséquences de la répétition. Il ne fait pas que redire l'horreur des tranchées précédemment décrite par ses devanciers, il dit littéralement qu'il est en train de le faire, et il s'interroge, à même la fiction, sur les conséquences d'un tel geste. Par exemple, le récit comporte ce passage plutôt didactique, dans lequel le narrateur expose à l'attention du lecteur le détail des menaces potentiellement mortelles qui guettent le poilu en première ligne. Alors, canon tonnant en basse continue, obus fusant et percutant de tout calibre, balles qui sifflent, claquent, soupirent ou miaulent, selon leur trajectoire, mitrailleuses, grenades et lance-flammes, la menace est partout. D'en haut sous les avions et les tirs de busier, d'en face avec l'artillerie adverse et même d'en bas quand, croyant profiter d'un moment d'accalmie au fond de la tranchée où l'on tente de dormir, on entend l'ennemi piocher sourdement au-dessous de cette tranchée même, au-dessous de soi-même, creusant des tunnels où il va disposer des mines. Alors, cette énumération des moyens dont on dispose pour tuer des hommes rappelle que, comme l'a écrit le critique Pierre Skountis, dans 14, je cite le critique, « La liste découle directement de la conscience aiguë qu'a l'écrivain de venir trop tard et de répéter ce que d'autres ont déjà écrit avant lui. La liste dressée, aussi factuelle que possible, apparaît alors comme une manière originale de faire résonner leur discours sans justement les répéter. » Fin de citation. Et je rajouterais aussi au sujet de l'insertion de ces passages de type documentaire dans les romans echnosiens une remarque de Christine Jérusalem, justement, qui dit que la narration ne s'efforce à aucun moment de les naturaliser. Au contraire, l'effet recherché est celui de la disjonction. Ces insertions, loin de jouer dans le sens de l'illusion référentielle, fissurent la trame narrative et dérèglent la cohérence. Et évidemment, Echenoz va bien chercher à mettre de l'avant cette disjonction narrative, parce que, suite à ce passage descriptif, le narrateur s'interrompt soudainement pour affirmer ceci. Tout cela ayant été décrit 1000 fois, peut-être n'est-il pas la peine de s'attarder encore sur cet opéra sordide et puant. Autrement dit, tout ce qui précède aurait bien pu être absent du roman et n'avait finalement d'autre fonction que de permettre ce commentaire métatextuel qui fissure la trame narrative et qui, du même coup, déclare absente la volonté de donner à lire un récit traditionnel. Et comme si ce n'était pas déjà assez, la phrase qui suit immédiatement cette intervention du narrateur est un commentaire de cette dernière, commentaire qui écarte d'autant plus le lecteur de la trame narrative principale puisqu'il en conclut à son absence d'intérêt. Alors, ça continue comme ceci. Peut-être n'est-il d'ailleurs pas bien utile non plus, ni très pertinent, de comparer la guerre à un opéra, d'autant moins quand on n'aime pas tellement l'opéra, même si comme lui c'est grandiose, emphatique, excessif, plein de longueurs pénibles. Comme lui, cela fait beaucoup de bruit et souvent, à la longue, c'est ennuyeux. Alors on pourra revenir sur le sens du mot ennuyeux ici, c'est comme si Echenoz, d'une certaine manière, rappelait le propre ennui potentiel de son lecteur qui relit encore une fois tout ce qu'il a de toute façon déjà lu ailleurs. Alors, dès la page suivante, faisant fi de l'avertissement qu'il vient pourtant de s'adresser à lui-même, le narrateur ne pourra pas s'empêcher de décrire pour la 1001e fois l'opéra sordide et puant qui se joue dans les tranchées. Et comme s'il s'agissait de bien marquer le coup, d'illustrer que la pulsion de description l'emporte sur les mécanismes d'autocensure, le passage en question est celui où est représentée la grande scène de pilonnage d'artillerie. Alors, j'ouvre une petite parenthèse ici pour dire que le bombardement décisif est une scène, une sorte de passage obligé dans le roman de 14. Sa fonction est double. D'abord, c'est de donner une leçon d'histoire, c'est-à-dire que c'est une manière de rappeler que l'obus est l'engin qui a le plus tué et blessé entre 1914 et 1918 sur le front. L'autre raison de cette scène de bombardement est évidemment que c'est un moteur narratif. Le but disloque des personnages auxquels le récit avait donné chair, auxquels s'était attaché le lecteur, suscitant donc chez lui la pitié et lui faisant ressentir l'injustice de la mort anonyme quand elle frappe un personnage que le récit avait justement cherché à incarner. Alors, dans 14, cette scène normalement émouvante
est narré comme s'il s'agissait d'un exercice de style duquel il convenait d'expurger la moindre parcelle de sensibilité. Le prologue annonce tout un programme. Et l'extrait est assez long, mais il vaut la peine d'être lu. C'est alors qu'après les 3 premiers obus tombés trop loin, puis vainement explosés au-delà des lignes, un 4e percutant de 105, mieux ajusté, a produit de meilleurs résultats dans la tranchée. Après qu'il a disloqué l'ordonnance du capitaine en 6 morceaux, quelques-uns de ses éclats ont décapité un agent de liaison, cloué Bossy, qui est un des compagnons d'Antime, par le plexus à un étai de sape, haché divers soldats sous divers angles et sectionné longitudinalement le corps d'un chasseur-éclaireur. Posté non loin de celui-ci, Antime a pu distinguer un instant, de la cervelle au bassin, tous les organes du chasseur-éclaireur, coupés en 2 comme sur une planche d'anatomie. Les épargnés se sont relevés plus ou moins constellés de fragments de chair militaire, lambeaux terreux que déjà leur arrachaient et se disputaient les rats. Parmi les débris de corps, ça et là, une tête sans mâchoire inférieure. Ça fait d'ailleurs penser à Tardy. Là. Il y a beaucoup d'images chez Tardy. Une main revêtue de son alliance, un pied seul dans sa botte, un œil. Alors, ici, nous sommes loin du roman stendhalien pensé comme un miroir qu'on promène le long d'un chemin. Le fond de la tranchée est réfléchi par un miroir déformant, promené par un ironiste qui n'hésite pas à exagérer l'étendue des dégâts. Cet œil repéré parmi les restes de corps n'a pu être vu que par un observateur désireux d'en mettre plein la vue. L'explosion est excessivement dévastatrice. Les rats s'en prennent aux rescapés avant même que la poussière ne soit retombée sur le champ de bataille. Le plaisir de l'invention, bref, est patent. Et il l'est tout particulièrement au moment de la référence à l'anatomie dans le cadre d'une pareille scène de boucherie. Extravagance de l'image, donc de ce corps verticalement sectionné parfaitement, très cinématographique par ailleurs, une image très gore. Sape d'emblée l'effet de réel suggéré par cet arrêt sur image à caractère scientifique. Et ce n'est pas tout. Après avoir tué tous ces hommes, le même obus en blessera un dernier, et non le moindre, Antime, le personnage principal du roman. Le silence semblait donc vouloir se rétablir quand un éclat de but retardataire a surgi, venu on ne sait d'où et on se demande comment, bref, comme un post-scriptum. Il a directement fendu l'air vers... C'est ça qui est le problème, c'est qu'on rit quand on lit ce truc-là. Alors, il a directement fendu l'air vers Antime en train de se redresser et sans discuter, lui a sectionné le bras droit tout net, juste au-dessous de l'épaule. Alors, comparer l'éclat final à un post-scriptum qui agit sans discuter permet de signaler a posteriori la nature proprement textuelle de tous les éclats précédents et conséquemment de leurs victimes. Alors, l'absence totale d'émotivité dans ce passage qui décrit le massacre des corps rappelle, comme l'écrit Dominique Villard, qu'Échenoz, je le cite, attache le lecteur aux détails en installant la conviction de leur radicale autonomie, de leur pure gratuité. Fin de citation. Dans le cas particulier de 14, je dirais que cette écriture, qu'on pourrait presque qualifier d'indifférente à son objet, l'est parce qu'Échenoz refuse de lier topos et pathos. Toutes ces scènes de guerre qui exhibent l'horreur du front décrite ad nauseam par ses devanciers, Échenoz les réécrit non pas à chaud, mais à froid. La conséquence d'un tel geste est que ces mots d'esprit, pour dire le pire, créent une impression de détachement amusé qu'on peut juger déplacé par rapport à la gravité du sujet traité. Mais, dans 14, si les secousses que la guerre donne à voir sont effectivement représentées de manière distanciée, il n'en va pas de même pour celles qui restent cachées, qui affectent l'intériorité de personnages bouleversés, voire traumatisés par les combats. C'est lorsqu'il est question de ces blessures apparemment absentes que le récit s'ouvre au poignant, que l'écriture témoigne de douceur et de compassion. Le camp d'Antime est intéressant. À l'occasion de son baptême du feu, on lit ceci. Alors, quelques hommes, pas loin d'Antime, se sont mis à tomber. Il a cru voir jaillir 2 ou 3 gerbes de sang, mais il les a rejetés avec vigueur de son esprit, n'étant pas même certain, n'ayant pas le temps d'être certain que ce fut du sang. Antime a vu, cru voir encore des hommes en trouer d'autres juste devant ses yeux, tirant aussitôt après pour dégager leurs lames des chairs par un effet de recul. Alors Antime, qui envisage d'emblée la trop brutale réalité comme s'il pouvait s'agir d'une illusion, d'une erreur de perception, refuse instinctivement de croire aux horreurs dont il est le témoin. Autrement dit, la guerre n'est pas regardable. Et sa dureté ne convient pas à la fragilité psychique des hommes qui la font.
D'ailleurs, le terme d'homme, dont use le narrateur dans ces deux extraits, ne manque pas de rappeler que sous les uniformes qui divisent se trouvent des êtres appartenant à la même espèce, et j'aurais envie de dire aussi que ce scandale, donc, est au cœur de ce qui est peut-être le cri du cœur le plus célèbre et le plus fréquemment cité de tout le répertoire romanesque de 14-18, ce fameux « on assassine des hommes », proféré par un poilu scandalisé dans les croix de bois d'Orgelès. Alors, à la fin du roman, le bras absent d'Antime, qu'on a vu prendre le camp tantôt avec l'éclat de but retardateur, alors le bras absent d'Antime qui a été emporté par l'éclat va paradoxalement jouer un rôle clé dans une des scènes les plus touchantes de ce roman. Ce bras absent, le narrateur précise ceci à son sujet, ce bras absent, il paraissait possible à Antime de lui faire produire des mouvements volontaires, accomplissant des gestes dérisoires ou décisifs, mais que personne ne voyait. Antime avait tout à fait conscience de ces anomalies. Or, à la fin du roman, Antime va se servir de ce membre fantôme de très intéressante manière. On est en fin 1917, après l'affaire du chemin des dames, et le narrateur précise que c'est le moment aussi où la situation russe donne des idées aux hommes et suite aux premières mutineries. Donc Antime se trouve à Paris et remarque devant la gare de l'Est des soldats en colère. Et c'est la citation qui suit. Alors, c'est ça, donc, qui chante faux des refrains séditieux, parmi lesquels Antime a reconnu l'Internationale. Son visage est demeuré inexpressif, tout son corps immobile, cependant qu'il a levé le poing droit par solidarité, mais personne ne l'a vu faire ce geste. En dressant consciemment son poing absent, il ne grossit pas les rangs des insurgés, mais il n'en pense pas moins. Pourquoi cette discrétion ? Certainement parce qu'Antime connaît les risques encourus par ceux qui expriment ouvertement leur soutien à une telle cause dans une société en guerre strictement surveillée. Mais d'après moi, c'est surtout au nom de l'amour que sa motion d'appui invisible est condamnée à demeurer un secret, un acte privé. Car si la guerre a ravagé son corps, il n'est pas question qu'elle compromette l'idylle qu'il peut enfin vivre avec Blanche, cette femme dont on sait qu'il est épris dès la première page du roman et qu'il peut enfin aimer depuis son retour à la vie civile. Cette scène est touchante parce qu'elle fait simultanément ressortir deux émotions fortes chez ce personnage, par ailleurs toujours très mesuré. La passion pour une femme aimée et la compassion pour des soldats révoltés. J'ajouterais qu'en dévoilant l'antimilitarisme senti mais discret d'Antime à l'avant-dernière page de son roman, il semble qu'Echenoz ait délibérément retardé le surgissement du politique, le dévoilement de cette scène tant attendue d'un refus de la guerre. Et ici, si je dis ça, c'est parce que très souvent, dans la littérature contemporaine qui prend la guerre de 14 pour cadre, la thématique des refus de guerre est au cœur des projets narratifs, comme par exemple dans Un long dimanche de fiançailles de Jacques Rizzo, dans Cris de Laurent Godet, dans La chambre des officiers de Laurent Duguin ou de Les âmes grises de Philippe Claudel, par exemple. Il est question, toutes les histoires tournent autour, par exemple, d'histoires d'automutilation, de désertion, d'abandon de poste devant l'ennemi, de fraternisation, bref, autant d'expériences qui témoignent justement d'un refus de la guerre. En consacrant une ligne et demie au pacifisme par le truchement d'un membre absent, c'est-à-dire de manière à ne pas en faire tout un plat, Echenoz rappelle que l'idéologie est loin d'être un des enjeux principaux dans l'aventure romanesque, en tout cas de 14. Et ce qu'il y a de cocasse, c'est que les scènes de refus de guerre sont à ce point attendues que les critiques ont fini par les voir là où elles sont pourtant absentes. Et ici, je pense tout particulièrement au personnage d'Arsenel. Dans tous les articles que j'ai lus sur le roman 14, ce personnage est présenté comme un déserteur, comme un soldat qui fuit le front et qui meurt en traître à la patrie. Rien n'est plus faux. Ce personnage qui perd tous ses semblables, qui a pour ainsi dire le malheur de survivre, sombre dans la folie, il finit par perdre la tête et de ce fait devient le grand absent de 14. D'après moi, le malentendu s'explique par l'emploi atypique et volontairement ambigu qui est fait du mot « solution ». Pour parler, j'arrive à la citation, pour parler de cette marche qui conduit le personnage aux limites de la zone désarmée, là où l'attendent des gendarmes. Alors, c'est ça, hein? Tout commence quand le narrateur parle des différents moyens dont disposent les soldats pour fuir la guerre. Alors, la seule solution consistant en être plus apte, c'est évidemment la bonne blessure qui vous garantit le départ. Mais on a aussi pu se fusiller soi-même, orteil sur la détente et canon dans la bouche, une façon de s'en aller comme une autre. Ce pouvait être un deuxième choix. Une troisième solution serait trouvée par Arsenel, sans qu'il l'eût d'ailleurs vraiment choisi, sans préméditation, mais sous l'effet d'une impulsion. Déjà, des précautions sont prises pour souligner que l'opération mentale visant à surmonter la difficulté n'est pas tout à fait consciente chez ce soldat.
Et les indices supposés conduire le lecteur à douter de la santé mentale d'Arsenal se multiplient ensuite à grande vitesse. Alors, je vous cite pêle-mêle toute une série d'extraits à ce sujet. C'est ainsi qu'un matin, sous l'effet d'un coup de cafard, Arsenal est parti faire un tour. Juste un tour, un moment, sans avoir rien prévu, sans plan particulier, sans projet précis, avançant machinalement dans la campagne, sans réelle intention de s'éloigner, n'ayant même pas apporté sa gourde, preuve qu'il n'avait nullement prémédité de quitter la zone militaire, n'espérant même pas, car n'y pensant même pas, que cette promenade passerait inaperçue. On lui a demandé son matricule et son appartenance, qu'il a récité par cœur. Section, compagnie, bataillon, régiment, brigade. Les gendarmes traquaient les déserteurs, catégorie dans laquelle Arsenal venait sans le savoir, ni le vouloir, de s'inscrire. Fin de citation. Selon moi, il est inutile d'insister sur tout ce qui marque la folie d'Arsenal dans les extraits précédents. Je tiens cependant à préciser quelques petites choses. D'abord, attirer l'attention sur le fait que l'écriture accompagne affectueusement cet homme perdu. Tout en décrivant la promenade qui va le conduire au poteau, elle cherche à le disculper, à produire les preuves de sa folie. Si l'omniscience du narrateur a pour fonction principale d'innocenter un personnage commotionné qui ne se souvient plus du rôle qu'il doit jouer sur le théâtre des opérations, elle souligne aussi l'invraisemblable absence de jugement des autorités militaires qui, elles, n'ont pas l'excuse de la folie pour justifier la mise à mort d'un innocent. J'ajouterais que dans les extraits dont il vient d'être question, la légèreté de l'écriture, qui évoque la folie d'Arsenal sans ne jamais la mentionner directement, avec cet air de ne pas vouloir y toucher, n'entraîne pas un effet de distanciation, mais bien plutôt celui d'une association. Tout se passe en effet comme si le texte cherchait par là à refléter l'état d'esprit du personnage qui marche dans le réel brutal de la guerre comme si de rien n'était. Alors, je conclurai de manière un petit peu plus informelle en rappelant que le roman 14 a été publié en 2012, soit 2 ans avant le début de toutes les grandes célébrations qui ont marqué le centenaire de la guerre de 14-18, et il m'apparaît que ce petit pas d'avance sur les événements est évidemment voulu. C'est-à-dire que Echenoz s'est montré pas arrivé fashionably late, mais fashionably in advance, on pourrait dire. Il a évité, d'une certaine manière, en procédant comme ça, la cascade de publications qui allait tourner autour de 14, son roman est venu avant. Et il y a quelque chose, effectivement, dans le roman 14, puis c'est ce qu'on disait tantôt au repas, qui peut, en tout cas, qui pour moi peut éventuellement poser problème, c'est qu'il m'apparaît que le roman 14 est un roman de guerre chic. C'est-à-dire éminemment littéraire. Je dirais pas que chic au sens où c'est un roman qui va dans le sens de la guerre en dentelle, dans la mesure où l'atroce est représenté, tout ça, mais qui l'envisage peut-être la guerre comme bagatelle. Il y a un peu cet effet-là à la lecture de 14, au sens où il apparaît, en tout cas il m'apparaît assez souvent comme lecteur, que la guerre, oui, elle est le sujet du roman, mais c'est aussi surtout un prétexte pour déployer une écriture savante, mais rarement poignante néanmoins. Il y a donc quelque chose un petit peu qui m'évoque une certaine forme de frivolité. Et puis tantôt, je vous disais que je travaillais sur Michel Houellebecq. Je ne peux m'empêcher de vous lire cet extrait d'un texte d'un texte de Michel Houellebecq, d'une lettre qu'il avait adressée à Lakis Proguidis. Donc c'est ici, c'est Michel Houellebecq qui crée Lakis Proguidis et qui lui dit: je n'ai jamais pu, pour ma part, assister sans un serrement de cœur à la débauche de techniques mises en œuvre par tel ou tel formaliste minuit pour un résultat final aussi mince. Et à certains égards, il y a des passages comme ça, comme par exemple la scène du bombardement, qui oui, il y a là un déploiement d'écriture invraisemblable, une vraie explosion, si vous voulez, langagière, mais qui, pour moi, demeure froide. Il y a quelque chose de clinique dans ça qui ne me touche pas du tout. Toutefois, je dirais que c'est le travail sur l'absence, justement, qui, d'après moi, permet, à mon avis, en tout cas, de sauver, d'une certaine manière, ce roman-là. Je trouve que c'est là que Echenoz, d'abord, fait montre d'une très grande originalité, mais c'est aussi peut-être le travail sur l'absence qui est pensé comme une manière pour contrer le trop-plein, justement, des représentations, la surspectacularisation du conflit. Enfin, il en demeure pas moins que c'est au moment où il est question de ces absences, mais surtout de ces
ses absences quand elle touche l'intériorité de personnages, que là, l'écriture touche à quelque chose qui s'apparente à une certaine forme de pathos qui m'apparaît bienvenu étant donné l'objet ou le sujet du roman. Et en plus, ça permet à Echenoz d'aborder la question du politique de manière très fine, sans en faire un enjeu narratif principal. Donc je terminerai ma présentation sur ces mots.